Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, l'avant-dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Nigeria, à raisonnement d'un cargo avec 800 000 litres de pétrole brut volé à son bord. Nous parlerons ensuite de la République démocratique du Congo, plus précisément du fichier électoral. L'opposition met en garde contre une parodie. Sénégal, Biram Souleye Diop inculpé pour offense au président Macky Sall. Et puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Notre sujet sur le Togo aujourd'hui, 11e séance du CPC. À chacun ses conclusions. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Je voudrais bien commencer avec la dame Dado Noura Noviekou. Vous êtes la coordinatrice nationale de WANEP au Togo. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. À côté de vous, Emmanuel Vivien Tommy, journaliste et directeur général de Plume Libre. Vous êtes également conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir également à ceux qui nous regardent depuis Kara, Dapaon et puis Dakar et Bamako. Et notre 3e invité aujourd'hui, le fidèle des jeudis, Robert Kossigan Akwete. Vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Doc, bonsoir Madame Noura, ça fait un an, plus qu'un an, j'ai eu la chance de la revoir sur le plateau. Bonsoir à l'éternel Toby qui vient toujours en retard. Bonsoir à tous les téléspectateurs de New TV. Je voudrais saluer Kara surtout, qui est en ébullition pour les fêtes des Vala, ce qui annonce aussi les fêtes traditionnelles pour les autres préfectures. Je les salue par anticipation. Et je salue alors toute la jeunesse togolaise. Voilà. Merci donc à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Nous abordons notre premier sujet, direction le Nigeria. Les autorités nigérianes ont intercepté au large de l'état d'Ondo, dans le sud-ouest du pays, un pétrolier transportant illégalement 800 000 litres de pétrole brut en direction du Cameroun voisin. Le cargo appartiendrait à une société privée pétrolière, mais ne dispose pas de documents légaux nécessaires pour transporter du pétrole. Ce pétrole provient des puits du Nigeria. L'équipage du cargo a été appréhendé et le navire immobilisé pour la suite des investigations. Alors, les enquêtes permettront peut-être de retrouver les responsables de ce vol et de les traduire devant les juridictions nigérianes. Le géant africain du pétrole n'en finit pas toujours avec les vols de ses ressources. Je commence par vous, Dado. Le Nigeria est toujours victime de vols, surtout de pétrole. Merci. Alors, c'est vrai que c'est une situation qui est assez fréquente au Nigeria et qui fait aussi réfléchir à tout ce qui est mis en place en termes de dispositifs pour contrôler le pétrole ou l'exploitation du pétrole. Ça fait en fait penser qu'il y a certainement des défaillances dans le dispositif. Ça fait certainement penser également qu'il y a du mal en fait à encadrer ce secteur-là. Nous parlons du Nigeria quand même, c'est quand même un grand pays et parfois on a l'impression qu'il y a des zones du pays qui échappent au contrôle des gouvernants. Et alors, tu l'as dit, 800 000 tonnes de 1000 litres, pardon. De pétrole brut, ce qui peut nous amener à, si on fait un peu les calculs en se disant que aujourd'hui le pétrole, le litre est à 735 francs, disons nous sommes en train de parler de environ 580 millions, voilà, qui sont en train de... Et là, c'est ce qui est... C'est ce qui a été intercepté. Voilà, on ne sait pas pour le reste. Du coup, ça pose vraiment un problème de gouvernance et de gestion, de comment, en fait, canaliser les ressources que nous avons. Et au même moment, on perd de la ressource, mais au même moment, on a des besoins qui sont là, sur le continent africain, je veux dire. Et qu'on n'arrive pas, en fait, pour lesquels on n'arrive pas à trouver les moyens financiers. Alors qu'en fait, si on arrivait à mieux canaliser, on peut retenir de l'argent qui peut servir, en fait, au développement des pays. Et donc, ça pose vraiment un problème de fond, ça pose un problème de gestion. Et puis certainement aussi, oui, forcément, parce que si vous perdez pratiquement 600 millions juste avec cette saisie-là, j'imagine les autres pertes qu'on n'a pas ou bien les autres les autres navires qu'on n'a pas pu intercepter. Donc j'imagine un peu, donc c'est beaucoup d'argent qui est perdu comme ça et forcément ça affecte en fait l'économie, ça affecte voilà l'économie du Nigeria, dont la jeunesse, les femmes, les hommes, donc naturellement ça affaiblit beaucoup.
Surtout que le nouveau président Bola Ahmed Tinubu a supprimé la subvention de l'État en matière de carburant, de pétrole. Voilà, les prix du carburant ont augmenté et voilà des gens qui viennent voler du pétrole au Nigeria. Emmanuel Vivien Tomi, 800 000 litres interceptés, 800 000 de pétrole brut interceptés sur un navire. Vous savez que le Nigeria fait face à un problème de détournement de son pétrole depuis de longues années. Et quels sont les marchés qui accueillent ce pétrole détourné? C'est également les marchés du Togo, du Bénin et d'ailleurs. Et c'est de la contrebande. Alors aujourd'hui, on peut comprendre qu'au-delà d'utiliser les moyens rudimentaires comme les véhicules de passe pour ce commerce frauduleux, et ceux qui sont à la source de ce drame ont jugé bon d'utiliser maintenant les cargos. Donc les gros moyens. Et donc c'est comme la drogue en Colombie, il y a des avions privés qui livrent de la marchandise comme ça, et il y a des aéroports qui ne sont pas connus de l'État, mais qui existent, et il y a des avions qui volent et qui font leur trafic. C'est la même chose qui est en train de commencer ici au Nigeria, sauf que avec le nouveau régime, ce n'est pas très sûr qu'on facilite la tâche à ces brigands, parce que si vous voyez la route de ce pétrole qui atterrit sur les tables de Lomé, de Cotonou, et d'ailleurs qui est vendu au bon gré par des jeunes et surtout des femmes qui se mettent en danger tous les jours, parce que quand vous prenez le marché de ce pétrole à Lomé, tu retrouves des femmes, même des femmes enceintes, à qui leur mari donne la marchandise, et puis bon voilà, parce qu'elles sont femmes, on ne va pas vite les déranger ou les soupçonner. Alors que déjà, ce que ces femmes respirent comme odeur, en vendant ce pétrole-là, c'est pas bien pour la santé. Pire encore quand on a une grossesse. On a vu à Cotonou comme à Lomé des chambres brûlées parce que du pétrole de l'essence a été emmagasiné d'une façon frauduleuse et risquée dans ces chambres-là. On se rappelle sans doute du jeune homme qui a brûlé complètement parce qu'il vendait du pétrole et ils n'ont pas fait vraiment attention et il y a eu une flamme de trop. Et je pense que c'est un commerce dangereux et tout gouvernement devrait essayer d'avoir les yeux ouverts. Et quand il commence par utiliser maintenant la voie maritime, je pense qu'on a du travail, que ce soit au Nigeria, au Bénin, au Ghana, au Togo, parce que le Nigeria est toujours un grand exportateur de pétrole, surtout en Afrique. Et le Nigeria est une fédération d'États, ce qui fait que ce n'est pas la même chose comme chez nous, où on prend le Togo par exemple, on a un État qui n'est pas trop grand et c'est facile à gérer. Même là, on n'arrive pas à contrôler nos frontières. La preuve, ce pétrole passe par nos frontières pour atterrir en pleine capitale de Lomé. Aujourd'hui, la question qu'on pourrait se poser aussi est quels sont ceux qui alimentent ce commerce? Parce que on sait qu'il y a des tuyaux, de grands tuyaux qui sont troués par les brigands qui mettent effectivement du pétrole dans des tonneaux pour après les distribuer dans des bidons. On les retrouve, c'est les voitures que vous voyez souvent en circulation qui filent et qui violent tous les feux rouges. Mais ici, on parle d'un cargo en direction du Cameroun. C'est de gros moyens. Mais justement, une petite voiture avec quelques bidons de. Oui, justement. C'est que leur commerce a pris de l'ampleur tellement qu'ils s'en foutent même de la surveillance sécuritaire sur la mer. Aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'on retrouve effectivement du pétrole sur des cargos ou sur la mer, en train d'aller vers un autre pays, de transiter vers un autre pays. Je pense qu'il doit avoir une enquête en bonne et due forme pour déterminer les responsabilités. Parce que si vous suivez bien le trafic, il y a des journalistes qui ont essayé de faire des investigations là-dessus, c'est qu'il y a une complicité à divers niveaux.
il y a une complicité même au niveau de certains agents de sécurité qui ferment les yeux sur certaines choses. Parce qu'on ne peut pas comprendre que tout le long de la frontière, il y a quand même des dispositifs sécuritaires. Vous prenez la frontière entre le Togo et le Bénin, la frontière entre le Ghana et le Togo, vous savez qu'il y a des militaires qui dorment dans la brousse tous les jours pratiquement. Il y en a qui ont même des problèmes de paludisme. Je pense qu'aujourd'hui, le Nigeria, avec son nouveau régime, doit revoir son système de surveillance et éviter ces fuites-là qui ne profitent pas justement à l'État central. Merci. C'est des brigands qui font leurs affaires et qui mettent en danger la vie des citoyens puisqu'ils sont capables de tuer à cause de ce pétrole frauduleux. Nous reviendrons tout à l'heure sur l'aspect sécuritaire. Robert Kosigan a coûté 800 000 litres, c'est pas petit en tout cas, mais c'est ce qui a été découvert sur ce bateau. Oui, ça ne me surprend pas parce que je connais un peu tout ça sur la mer du Nigeria vers le Cameroun et autres. Il y a beaucoup de contrebandiers qui utilisent des navires peut-être de plus petite capacité de transport pour faire leurs affaires de vol oui, je peux l'appeler de vol de pétrole brut. Et il y en a d'autres qui transportent aussi de l'essence déjà raffinée et qui viennent les déverser sur nos côtes ici par le passé. Ah oui, je me souviens encore des années 93 jusqu'à récemment 2018-2017. Si vous promenez un peu sur la côte Ila-Kondji jusqu'à Sémé, vous voyez comme ça des navires arriver avec des centaines de tonnes de carburant déjà raffiné qu'on déverse sur la côte et que d'autres vendent en même temps. En provenance du Nigeria. En provenance du Nigeria. Maintenant, au Nigeria même, il y a aussi des contrebandiers qui connaissent les canaux par lesquels le brut alors coule vers des usines implantées par des multinationales, alors qui percent alors ces tuyaux-là, qui récupèrent de l'essence, le pétrole déjà brut, et qui ont peut-être des raffineries artisanales par lesquelles ils raffinent à leur manière le pétrole et les vendent. Donc, je dis, cette découverte n'est qu'une découverte de trop. Il y en a, c'est courant. C'est courant au Nigeria, c'est ce genre de choses, c'est courant. Et je crois que Tinubu, le nouveau président, a du pain sur la planche parce qu'il faut assainir d'abord le milieu là. Mais il lui serait un peu difficile parce que je ne pense pas qu'il a la main pour contrôler, surtout vers le delta. Vers le delta au Nigeria, contrôler les contrebandiers est toujours difficile. Parce que vous savez, parfois, il y a aussi les multinationales qui ne respectent pas les cahiers de charges, tant sécuritaire qu'environnemental, ce qui parfois engendre des écoulements du pétrole brut qui pollue des fleuves, des rivières, même une partie de la mer parfois, ce qui alors occasionne alors ou pousse ces contrebandiers à en profiter, alors tirer aussi leur part de la production brute. Et le problème est finalement à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Donc je dis, cette découverte-là n'est que peut-être une pierre jetée dans la mer. C'est courant au Nigeria. Tinubu le sait. Maintenant, à lui de voir comment, alors, tel que l'a dit Madame Nora, comment faire pour peut-être mettre un peu de l'ordre dedans pour faire de l'économie. Surtout que Dangote, un des Nigériens, vient d'installer une grande raffinerie d'une grande capacité. Alors, il vaut mieux qu'on converge alors le pétrole brut vers cette raffinerie qui alors peut aider le Nigeria par des revenus conséquents à assumer peut-être le développement réel du Nigeria. Parce que n'oublions pas que c'est la pauvreté aussi de certaines zones qui force les gens à entreprendre ça. Et l'absence, et puis vous savez, ce n'est pas dans tous les recoins du Nigeria que l'armée ou les forces de défense et de sécurité régulières agissent avec fermeté, non. Ensuite, il y a la corruption, parfois ça se passe à leur nez, et ils ne disent rien. Donc j'ai dit, il faut mettre d'abord de l'ordre dans tout ça pour que voilà, on puisse mettre une réglementation assez efficace qui va concourir au développement du Nigeria. Alors cette question de vol de pétrole brut relance aussi la question
question de la sécurité de façon générale des ressources minières au Nigeria et en Afrique de façon générale. Absolument, absolument, parce que comment on va dire ça, la gestion donc des ressources, je dirais naturelles d'abord et puis minières spécifiquement. Aujourd'hui, c'est tout un problème parce que les populations en fait constatent que la richesse quitte leur zone, leur région pour ailleurs et en fait, ils ne sont pas bénéficiaires. Alors que dans les clauses, il est quand même encouragé aux structures pétrolières de pouvoir investir dans les communautés pour le développement, l'éducation et autres, eau et assainissement, tout le reste, histoire en fait de non seulement, histoire d'être dans une logique de justice en fait et de réduire en fait les frustrations. Mais il se fait que parfois les structures paient les redevances qu'il faut à l'État, mais les fonds ne parviennent plus aux populations sous les formes que cela devait être. Et ça fait que souvent, on constate des mouvements de frustration et parfois, ces groupes se créent pour eux-mêmes directement, entre guillemets, se faire justice en profitant illégalement. Alors qu'en fait, les lois aussi sont là pour dire, en fait, normalement, ça ne devrait pas se passer ainsi. Mais, comment ? Des groupes d'autodéfense. Oui, voilà, parce que chacun veut profiter et petit à petit, ça rentre dans autre chose. Ça devient du grand banditisme et qui est un peu compliqué à contrôler à un moment donné. Alors, c'est pour cela que j'ai dit au départ que tout ça nous amène à une question de gouvernance, de la gestion. Gérer n'est pas facile, ça c'est clair. Mais du moment où on a la responsabilité, on a le devoir d'assumer en mettant les dispositifs nécessaires, en mettant les garde-fous nécessaires pour en fait retenir en fait de l'argent qu'on perd en réalité. On perd de l'argent, mais au même moment on est en train de chercher de l'argent en faisant des prêts, en s'endettant. Et là encore c'est d'autres, d'autres défis qui s'imposent à nous. Et donc, je crois que ces questions, peut-être, oui, c'est courant, ces problèmes, mais en même temps, ça amène à réfléchir sur comment nous sommes en train de bâtir notre continent, comment nous sommes en train de restructurer. Ça amène un débat de fond. Et donc, naturellement, c'est pas seulement le Nigeria qui est affecté, mais toute la côte, en fait, tous les pays en lien sont affectés par rapport à ce qui se passe. Et donc, tous les pays doivent jouer leur partition pour que le problème soit réglé à tous les niveaux possibles. Nous allons marquer la première pause, puis on se retrouve pour la suite de Regards croisés de ce jour.